Je m'appelle Julien, 28 ans, assistant dans une grande agence d'architecture du 11e, un open space tout en verrière, plantes tropicales en pot, lampes articulées comme des échassiers et écrans 4K qui reflètent nos cernes plus fidèlement que nos rendus. On dit que le verre apporte la lumière, la fluidité, l'élan. Moi, j'y vois surtout des parois invisibles. On croit tout voir, on croit tout savoir. Mais chacun cache ses tempêtes derrière une façade sans trace. La mienne, de tempête, c'est la fatigue. Une fatigue proprette, presque prestigieuse, celle qui sent le café brûlé. Le métal des règles en alu, la poussière d'échantillons de béton poli, les mails reçus à 22h48 avec des petites modifs avant demain 8h. Tous les matins, je badge à 8h27 et demie, un peu trop tôt pour avoir l'air motivé, un peu trop tard pour ne pas m'excuser. Tous les soirs, je reste juste pour finir. Et cette phrase s'étire, jusqu'à avaler les bus, le dîner. La voix de ma mère, pense à te reposer. Avant de continuer l'histoire, si vous êtes un grand-père, vous savez à quel point chaque génération a son importance. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez une communauté qui respecte notre passé tout en éclairant l'avenir. Dans cette mise en scène de verre et de bonnes intentions, il y a Claire Montreuil, 39 ans, directrice de création. Silhouette nette dans des tenues qui semblent taillées pour son pas. Elle ne parle jamais pour meubler. Elle indique, elle tranche, elle redresse une ligne du bout de l'ongle, et, d'un seul regard, vous comprenez qu'il faudra recommencer le panneau « Matériaux biosourcés » depuis le début. Je l'admire depuis mon premier plan d'évacuation incendie mal coté. Elle l'avait posé devant moi en silence, avait dessiné une diagonale au feutre et murmuré, presque pour elle-même, l'évidence toujours. Depuis, j'essaie de trouver l'évidence partout, même dans ce qui tremble. Ce soir-là, l'agence s'est vidée plus vite que d'habitude. Dehors, un crachin de février lave la ville sans la nettoyer. À l'intérieur, il ne reste que le ronron des unités de clim, les veilleuses bleues des imprimantes. Et moi, penché sur un dossier baptisé « Orfèvre, réhabilitation maison de Faubourg ». Je vérifie des cotes, je renomme des calques, je place un puits de lumière comme on pose une main tiède sur un front. Mes épaules craquent. Mon écran me renvoie un visage qui a déjà trop attendu le week-end. Je n'ai pas entendu sa porte s'ouvrir. J'ai perçu son parfum avant sa voix. Quelque chose de sec et d'herbacé, pas sucré, un sillage de pain et de papier neuf. Elle s'approche sans bruit. Dans le reflet, deux silhouettes. La mienne, attentive et grise, la sienne précise. Un trait sûr au milieu du flou. « Tu es encore là », dit-elle. Simple constat. Je finalise le lot menuiserie. Je voulais que ce soit propre demain. Elle ne répond pas. Elle contourne le bureau, se penche, pose l'index sur l'écran. La pulpe de son doigt s'arrête à un angle qui me résistait depuis 30 minutes. Là, ce raccord-là. Tu sens qu'il se cabre ? Je hoche la tête. Elle a ce mot « sentir » qui remplace « voir » quand l'œil ne suffit plus. Alors j'ajuste, je recule de 2 pas comme elle me l'a appris, je laisse les lignes se parler. Tout à coup, l'angle consent. « Mieux », dit-elle. Et sa voix a la gravité douce des choses à leur place. Je respire un peu. Elle reste près de moi. Le bureau est une île de lumière tiède dans un bureau océan. Au loin, au-delà des verrières, Paris froisse sa nuit. Mon ventre gronde, ridicule. Je me rappelle que mon déjeuner s'est résumé à un croissant à 16h. J'ai envie de m'excuser auprès de mon propre corps. « Tu as mangé ?» demande-t-elle sans me regarder. « Ça va, je... » Julien. Elle prononce mon prénom comme on remet un objet précieux à sa place. Je déglutis. Pas vraiment, j'avoue. Elle hoche la tête, parcourt la maquette 3D du regard, puis se redresse. Un instant, j'ai la sensation étrange d'être de nouveau stagiaire. La conscience aiguë de ma posture, de mes mains trop grandes, de ma chemise qui tire à l'épaule. On dirait que l'open space s'est agrandi. Je sens le verre autour de nous, partition transparente, aquarium lumineux où l'on tourne sans jamais heurter la paroi. « Assieds-toi correctement », dit-elle. Tes épaules montent aux oreilles. J'obéis. J'appuie mes omoplates au dossier. Je laisse mes mains retomber. Le simple fait d'être observé me donne l'impression d'être porté. Et c'est à la fois gênant et apaisant. Elle me regarde comme on inspecte une coupe, non pas pour juger, mais pour comprendre la matière. Tu travailles trop. C'est un murmure. Pas un reproche. Pas un compliment non plus. Un constat précis posé à la bonne place, comme sa diagonale au feutre. Le crachin tape plus fort contre les vitrages. L'enseigne d'en face clignote. Je me sens découvert soudain. Je pourrais plaisanter, dévier et dire « c'est la culture de l'agence ». Je ne dis rien. Je sais ce que c'est, ajoute-t-elle après un silence. On croit que la fatigue prouve la valeur. En vérité, elle finit par tordre la main. Je souris malgré moi. Et
Vous ne travaillez pas trop. Un très léger plissement du coin de sa bouche. Elle ne dit pas si. Elle dit, tu as du potentiel. Mais le potentiel mal reposé devient nerveux. Ça casse tout. Je pense à mes calques mal nommés, à mes aubes trop courtes, à ma façon de parler trop vite quand on me demande mon avis en réunion. J'aurais envie de la remercier. À la place, je veux prouver quelque chose. J'ai presque fini, dis-je. Encore 3 détails et je lance la compile. Elle suit ma phrase du regard, puis se détourne vers son bureau. Je m'attends à la voir disparaître, comme d'habitude, la porte qui se referme, la lampe qui dessine un halo séparé du mien. Au lieu de ça, j'entends l'eau couler dans la petite kitchenette. Elle revient avec 2 tasses. Rien d'extraordinaire. Du thé trop infusé dans des gobelets réutilisables. Elle m'en tente un. Bois. On répare d'abord la main, après on parle du projet. La chaleur à travers le gobelet me fait mal aux doigts. Une douleur agréable, les muscles qui se souviennent de leur existence. Je bois une gorgée, brûlante. Elle s'assoit en face, pas sur le bord du bureau, pas sur la coudoir, en face. Sa posture dit égale alors que tout, dans nos CV, dit l'inverse. Pourquoi l'architecture ? Demande-t-elle sans préambule. J'ai un rire sec. À cause d'un escalier. Elle incline la tête. Alors je raconte. L'escalier du lycée, colimaçon en béton brut, froid l'hiver, brûlant l'été, que je détestais, puis que j'ai appris à trouver beau un jour où le soleil a posé une lame d'or sur la rampe. L'idée que les lieux nous modèlent comme nous les modélons. Elle écoute, pas ces écoutes où l'on attend d'intervenir. Elle écoute pour bâtir une image intérieure. D'accord, dit-elle. Alors il faudra que tu apprennes à ne pas t'abîmer dans les marches. Je souris, un peu honteux de combien ce jeu de mots me touche. Le temps s'étire. Je reprends mon poste, elle reste là, et curieusement je vais plus vite, comme si sa présence mettait les lignes d'accord. Je renomme les calques, je fixe le raccord qu'elle a pointé, je grise les notes. Elle de son côté ouvre son cahier noir, celui qu'elle trimballe partout, et qui contient, j'en suis sûr, l'ossature secrète de ses évidences. Le bruit de sa plume sur le papier a quelque chose d'anachronique et de très juste. Il est 21h12 quand j'envoie le PDF final au chef de projet. La barre de progression grimpe, puis l'écran annonce « Succès » avec un bip minuscule. Je me laisse retomber au dossier. Mon corps a la lourdeur docile des fins de mission. Dehors, la pluie s'est arrêtée. On entend au loin un scooter hurler. « Bien », dit-elle, refermant son cahier. On s'arrête là. Je m'attends au « merci, bonne soirée ». Ce qui vient est différent, minuscule dans sa forme, immense dans sa portée. Elle se lève, prend sa veste, puis se tourne vers moi. Ses yeux ont cette manière de se flouter un quart de seconde avant de se fixer, comme si elle réglait la netteté. « Tu travailles trop. Viens te détendre chez moi ce week-end. » La phrase tombe sans après, à mi-voix, presque couverte par la clim. Je crois d'abord à une de ses propositions de « week-end d'équipe », un brunch, une visite de chantier personnel. Elle nous en fait parfois. Mais son regard ne dit pas « équipe ». Il dit « adresse précise ». Il dit « je sais ce que je dis ». Je sens mon cœur faire un pas dehors, puis un autre. Mes mains se cherchent une tâche à accomplir, ranger un stylo, éteindre un écran pour éviter de trembler. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, dis-je, conscient de l'étroitesse du fil. Tu ne me mets pas mal à l'aise, répond-elle, sans s'asseoir cette fois. Tu m'intéresses, et j'aimerais que tu te souviennes que la qualité d'un projet dépend aussi de la santé de ceux qui le portent. Elle laisse une demi-seconde passer, assez pour que je comprenne que la proposition n'a rien d'un piège, ni d'une provocation. C'est un geste. Une porte entrebâillée, dans une paroi de verre. Samedi 19h, j'enverrai l'adresse, conclut-elle. Puis elle incline la tête, comme on scelle un accord, et regagne son bureau. J'entends la fermeture éclair de son sac, le cliquetis de ses clés. La porte s'ouvre, un souffle de nuit entre, avec une odeur de bitume mouillé. Elle se tourne une dernière fois. Rentre, ne travaille pas après ça, et elle disparaît derrière la verrière, avalée par son reflet. Je reste seul avec la lampe, le thé tiédi, et cette phrase qui pulse comme un néon discret. Tu travailles trop. Viens te détendre chez moi. Je n'ai pas d'alignement précis pour ça, pas de gabarit. Juste une certitude légère, inattendue. Pour une fois, l'évidence n'est pas sur l'écran. Elle est dans ce battement qui s'apaise, dans mes épaules qui redescendent, dans cette envie soudaine de dormir 8 heures d'affilée. Je range lentement. J'éteins l'open space, une rangée après l'autre, comme on ferme un théâtre. Dehors, la ville a des reflets propres, lavés. Je marche vers le métro, avec la sensation d'avoir déplacé une paroi invisible. Peut-être que l'on peut, parfois, se laisser traverser par la lumière sans s'y dissoudre.
Peut-être que le travail n'est pas un mur à enfoncer, mais une porte à apprendre. Samedi, 19 heures. Je note l'heure sur mon téléphone. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas peur d'être à l'heure. J'ai hâte. Les jours suivants ont eu une texture étrange, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Tout paraissait normal en surface. Les réunions du matin, les mails en cascade, les bruits familiers de clavier et de souris. Et pourtant, derrière cette façade de verre, il y avait cette phrase qui vibrait encore dans l'air, cette proposition à demi soufflée. « Tu travailles trop. Viens te détendre chez moi. » Chaque fois que je croisais le regard de Claire, quelque chose se serrait dans ma poitrine. Elle, en revanche, semblait parfaitement à l'aise. Elle donnait ses consignes, corrigeait les rendus, plaisantait même parfois avec les autres architectes. Pas un mot, pas un geste ne trahissait la moindre tension. Mais moi, je voyais tout différemment. La manière dont elle effleurait sa nuque en réfléchissant, son parfum discret qui passait comme une promesse, la cadence douce de ses pas sur le parquet. Je n'avais pas osé répondre à son invitation. Elle n'avait pas reparlé de ce week-end. Je me disais qu'elle avait sans doute lancé cette phrase comme une simple attention, sans arrière-pensée. Peut-être même qu'elle avait déjà oublié. Mais moi, je n'oubliais pas. Le mercredi matin, en réunion d'équipe, j'ai remarqué que ses yeux se posaient sur moi plus souvent qu'avant. Pas longtemps, une seconde à peine, comme un signal qu'on ne devrait pas voir. À la fin de la réunion, elle s'est approchée de mon poste, une tablette à la main. « Julien, je veux que tu supervises la préparation du dossier Maison Rivière. C'est confidentiel. C'est pour un client personnel. D'accord. Vous voulez que je m'en occupe seul? Oui. Tu es le seul que je peux vraiment laisser travailler sans repasser derrière. » Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Le seul. Dans une agence où chacun rêve d'exister sous son regard, être le seul sonnait comme un privilège, presque une marque d'intimité. Pendant 2 jours, je me suis immergé dans ce dossier. Il s'agissait d'une vieille bâtisse en bord de Seine, abandonnée depuis des années. Les photos étaient superbes. Une façade claire, mangée par le lierre, des volets écaillés. Un jardin immense que la nature avait repris. Et dans la description technique, un détail m'a fait sourire. L'adresse correspondait exactement à celle de Claire. C'était sa maison de campagne. Je suis resté longtemps devant l'écran. Ce n'était donc pas une formule polie, cette invitation. C'était réel. Le vendredi après-midi, alors que je rangeais mes plans, elle s'est arrêtée près de mon bureau. Ces mots ont été simples. « Tu as reçu les fichiers ?» Oui, j'ai commencé les premières esquisses. Parfait. Samedi 19h, comme convenu. Amène ton ordinateur. On travaillera sur place. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. Elle avait parlé devant tout le monde, mais sur un ton neutre, administratif. Aucun de mes collègues n'y a prêté attention. Elle a ajouté plus bas, « Et oublie ton costume. » Ce n'est pas une réunion, je n'ai rien répondu. Je me suis contenté d'hocher la tête, le souffle court. Le samedi est arrivé comme un rendez-vous qu'on n'attendait plus, mais dont on rêvait secrètement. Toute la journée, j'ai travaillé à un rythme mécanique pour ne pas penser. J'ai refait 3 fois la présentation, sans raison valable. À 18h15, j'étais déjà prêt. Chemise claire, jean propre, basket neuve. Je me suis trouvé ridicule, comme un adolescent avant son premier rendez-vous. La route vers la maison de Claire longeait la Seine. Le ciel était d'un bleu pâle, presque effacé, et la lumière de la fin de journée faisait briller les vitres comme des miroirs. Quand je suis arrivé, le portail était entrouvert. La maison se dressait au bout d'une allée bordée de saules. Moderne mais douce, comme elle. Du verre, du bois, des lignes droites qui laissèrent passer la lumière. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur, et j'ai entendu seulement le vent dans les feuilles. La porte s'est ouverte avant que je frappe. Claire se tenait là, pieds nus, un pull beige tombant sur une épaule, un verre d'eau à la main. Pas de maquillage, pas de distance. « Tu es venu ?» a-t-elle dit simplement. « Vous m'avez invité. »« Tu, Julien ?» Ce soir, pas de titre, pas de hiérarchie. Elle s'est écartée pour me laisser rentrer. L'intérieur respirait la sérénité. Des murs clairs, un feu qui couvait dans la cheminée, l'odeur du bois et du jasmin. Elle a posé mon sac sur le canapé et m'a conduit vers la cuisine ouverte. « Tu veux du vin? Du thé? »« Du thé, merci. » Elle a préparé 2 tasses pendant que je regardais autour de moi. Sur une étagère, des maquettes miniatures, des carnets de croquis, des photos d'elle plus jeune, un casque de chantier, un fragment de sa vie que je ne connaissais qu'à travers les mails et les réunions. « C'est ici que je viens respirer », a-t-elle dit en me tendant la tasse. Dans l'agence, tout est bruit. « Ici, je peux écouter. » « Écouter quoi ?» Le silence. Et les gens, quand ils ne jouent plus de rôle. Je n'ai pas su quoi répondre. Il y avait dans sa voix une fatigue que je n'avais jamais entendue. Elle s'est assise à côté de moi, sur le canapé, pas en face.
La distance entre nous s'est réduite à la largeur d'une respiration. Tu fais ça depuis longtemps, n'est-ce pas? Travailler sans t'arrêter. Depuis toujours, je crois. Mon père disait qu'un homme qui s'arrête trop tôt finit inutile. Et ta mère? Elle disait que mon père mourrait jeune s'il continuait comme ça. Elle avait raison, un silence est tombé. Le feu crépitait doucement. Elle a posé sa tasse, s'est tournée vers moi. Moi aussi. J'ai grandi avec cette idée qu'il fallait se battre pour exister. Mais à force, on oublie pourquoi on se bat. Ses yeux cherchèrent les miens. J'y ai vu quelque chose d'inattendu, de la solitude. Celle d'une femme qui a tout construit mais qui n'a plus personne à qui montrer ce qu'elle a bâti. Pourquoi m'avoir invité? Ai-je demandé d'une voix plus basse. Elle a souri, mais un sourire fatigué. Parce que tu travaillais trop. Et parce que j'avais besoin d'une présence qui ne demande rien. Ses doigts ont effleuré ma main. Pas un geste calculé, juste la caresse d'une reconnaissance silencieuse. Je n'ai pas bougé. On va revoir le projet tout à l'heure, a-t-elle repris. Mais avant, promets-moi une chose. Laquelle? Que tu apprendras à t'arrêter, que tu ne deviendras pas comme moi. Elle a ri doucement, un rire qui ressemblait à une excuse. Puis elle s'est levée. Viens, je vais te montrer la pièce que je veux transformer. Nous avons traversé le couloir. Les murs reflétaient la lueur dorée du feu. À chaque pas, j'avais la sensation de franchir une frontière invisible. Elle a ouvert une porte, une grande pièce vide, avec vue sur la rivière. C'est ici. Je veux en faire un espace pour respirer, pour apprendre à ne rien faire. C'est un beau projet, ai-je soufflé. Tu vois, même toi tu n'y crois qu'à moitié, a-t-elle murmuré en souriant. Nos regards se sont croisés dans la pénombre. La lumière du dehors dessinait des reflets argentés sur ses cheveux. Pendant un instant, le monde entier s'est réduit à ce silence partagé. Elle a fait un pas vers moi. Julien. Sa voix tremblait légèrement. Je sentais son hésitation, la mienne. Mais au lieu d'un geste ou d'un mot de trop, elle a simplement dit « Reviens demain matin. On travaillera à la lumière du jour. » Elle a ouvert la porte de la pièce, me laissant deviner que c'était assez pour ce soir. Je suis reparti peu après, la tête pleine de questions et le cœur battant trop fort. Dans la voiture, la scène reflétait les lampadaires comme une traînée d'or liquide. Je n'avais pas eu de réponse, pas vraiment. Juste un pressentiment. Derrière les murs de verre, quelque chose avait commencé à se fissurer. Et cette fissure, je n'avais aucune envie de la réparer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière déjà haute sur les rideaux, et cette sensation étrange qu'il s'était passé quelque chose d'irréversible, sans qu'aucune frontière n'ait encore été franchie. Tout était resté sage la veille, un dîner, quelques confidences, des silences partagés, et pourtant j'avais le sentiment d'avoir traversé un seuil invisible. Je me suis préparé lentement, comme si le simple fait de choisir une chemise ou de me coiffer pouvait trahir mes pensées. J'ai pris le même chemin que la veille, les mêmes quais, les mêmes arbres inclinés sur la Seine. Mais cette fois, la maison de Claire semblait différente, plus vivante. Les volets étaient ouverts, et la lumière filtrait à travers les grandes baies vitrées comme une promesse. Elle m'attendait sur la terrasse, en jeans et pull de laine, un crayon derrière l'oreille et une tasse à la main. Pas de maquillage, pas de distance, juste cette simplicité tranquille qui lui allait étrangement bien. « Bonjour Julien. Tu es à l'heure. Je ne voulais pas te faire attendre. » « Tu » avait-elle corrigé la veille. Mais ce matin, je n'ai pas osé, elle a souri, devinant mon hésitation. « C'est bien. Viens, je vais te montrer quelque chose. » Nous avons traversé la maison, pieds nus sur le parquet clair. Dans la grande pièce vide qu'elle voulait transformer, elle avait étalé des plans sur le sol. Des croquis faits à la main, des notes, des idées griffonnées à la hâte. Tu vois, je veux que cet espace respire. Pas un bureau, pas un salon. Un lieu où le temps s'arrête. Tu veux créer du vide? Ai-je dit en souriant. Exactement. Le vide, c'est du luxe, tu sais. Dans nos vies, dans nos têtes, tout est plein à craquer. Je me suis accroupi près des plans. Les dessins étaient beaux, spontanés, presque vulnérables. Rien à voir avec les rendus parfaits qu'elle exigeait d'habitude. C'est toi qui as dessiné ça? Oui, mais je ne montre jamais mes croquis. J'avais oublié le plaisir de tracer juste pour moi. Elle s'est accroupie à son tour, tout près. Son épaule a effleuré la mienne. L'air sentait le bois et le thé noir. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Tu devrais recommencer, ai-je murmuré. Dessiner pour toi. Peut-être, a-t-elle répondu doucement. Si quelqu'un m'en donnait envie. Nos regards se sont croisés. Ce fut bref, mais suffisant pour comprendre que les mots avaient dépassé la simple politesse. Elle s'est relevée, feignant de se concentrer sur les plans. Tu veux déjeuner ici? J'ai préparé quelque chose de simple. J'ai accepté. Dans la cuisine ouverte, elle découpait des tomates pendant que je sortais les assiettes.
Le soleil jouait sur les verres, sur ses mains, sur les mèches rebelles qui tombaient devant son visage. Chaque geste semblait étudié et pourtant naturel. « Tu sembles différent aujourd'hui », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Différent comment ?» Moins sur la réserve. Peut-être plus toi-même. Peut-être parce que tu m'as parlé hier. Elle a levé les yeux surprise. Tu crois que je ne te parle pas d'habitude? Si, mais jamais de toi. Seulement du travail, un silence. Puis elle a ri doucement. Alors c'est ça le problème. Je t'ai donné trop de chiffres et pas assez de moi. Je n'ai jamais dit que c'était un problème. Elle a posé le couteau, lentement, comme si elle hésitait à franchir une ligne. Et si c'en était un? Si je t'avais donné envie de me comprendre, je n'ai pas su répondre. Mon souffle s'est raccourci. Le tic-tac discret de l'horloge de cuisine remplissait l'espace entre nous. Elle a fini par détourner les yeux. « Viens manger », a-t-elle dit doucement. Nous avons déjeuné sur la terrasse. Le soleil d'avril chauffait les dalles. La Seine brillait derrière les arbres. Elle m'a raconté ses débuts, les concours perdus, les nuits blanches, les humiliations d'un milieu où il faut toujours prouver qu'une femme peut diriger. Sa voix était calme, mais je sentais les blessures sous la maîtrise. « Tu ne dors jamais ?» ai-je demandé. « Rarement. Mon esprit ne sait pas s'arrêter. C'est pour ça que tu veux créer une pièce pour respirer. » Elle a souri. « Oui. Et peut-être que j'espérais qu'en travaillant dessus avec toi, j'apprendrais comment. » Le vent a fait trembler les feuilles. Elle a baissé les yeux, puis ajouté dans un souffle. « Tu sais, quand j'ai dit que tu travaillais trop, je parlais aussi de moi. J'ai voulu dire quelque chose. » Mais elle a continué. « Quand je t'ai vu t'user à finir ce plan à minuit, j'ai eu l'impression de me revoir 10 ans plus tôt. J'ai eu peur que tu deviennes comme moi. Et je ne voulais pas que ce soit ton destin. »« Je n'ai pas peur du travail, » ai-je répondu. « Non. Mais tu as peur de vivre ?» Cette phrase m'a coupé net. Elle avait raison. Je m'étais toujours réfugié derrière l'effort, derrière la discipline, comme si l'amour ou la légèreté appartenaient aux autres. Je n'ai rien dit. Elle s'est levée, a pris nos assiettes et les a déposées dans l'évier. Puis elle s'est tournée vers moi, les mains encore humides. « Tu veux rester un peu ?» J'ai fait du café. « Volontiers. » Elle a versé le café, noir et fort, puis s'est assise à côté de moi sur le canapé. Le parfum du café se mêlait au sien. Dehors, la lumière commençait à baisser. « Julien » a-t-elle dit doucement. « Oui. Est-ce que tu regrettes d'être venu hier soir ?»« Non, pas une seconde. » Elle a hoché la tête, comme soulagée. « Bien, parce que moi non plus. » Son regard s'est attardé sur le mien. Le temps s'est arrêté. Et dans ce silence suspendu, elle a posé sa main sur la mienne. Un contact léger, presque timide. « Tu es fatigué ?»« Un peu. Alors reste. Juste un moment, je suis resté. Nous n'avons pas parlé. » La radio diffusait une musique lente, un piano sans parole. Elle a appuyé sa tête contre mon épaule, et j'ai senti son souffle régulier contre ma peau. Ce n'était pas un geste calculé, pas une provocation. C'était un relâchement, comme si elle m'autorisait à la voir telle qu'elle était, fragile, humaine. La nuit est tombée sans qu'on s'en rende compte. Vers 22 heures, elle a relevé la tête, un peu gênée. « Il se fait tard. Tu veux que je t'appelle un taxi ?»« Non, je vais rentrer. Je me suis levé. » Elle m'a accompagné jusqu'à la porte. « Merci pour aujourd'hui, » ai-je dit. « C'est moi qui devrais te remercier. Avant que je parte. » Elle a ajouté presque à voix basse. « Julien, samedi prochain, si tu veux revenir, ce ne sera pas pour travailler. » Je l'ai regardée, sans voix. Elle a souri, un sourire doux et certain. Parfois, il faut savoir arrêter de construire et simplement habiter. J'ai quitté la maison, le cœur battant. Cette fois, il n'y avait plus d'ambiguïté. L'invitation n'était plus seulement professionnelle. Et dans la tiédeur de la nuit, je savais que ce que je ressentais n'était plus de la curiosité. C'était quelque chose de bien plus dangereux et bien plus beau. La semaine suivante, tout ce qui m'entourait semblait à la fois familier et étranger. Le bureau, les bruits de clavier, les discussions anodines près de la machine à café. Rien n'avait changé, et pourtant, tout sonnait différemment. Les mots avaient un autre poids, les regards une autre couleur. J'avais beau me forcer à suivre le rythme, à rester concentré sur les projets, mon esprit dérivait constamment vers elle, vers Claire. Depuis ce dimanche où j'avais quitté sa maison avec le goût du café encore sur les lèvres et le parfum du jasmin dans l'air, quelque chose en moi s'était ouvert, comme une fissure dans un mur trop tendu. Et cette fissure laissait passer la lumière, mais aussi la peur. Elle, en revanche, avait retrouvé son masque de direction. Sa voix ferme, ses gestes précis, cette façon d'entrer dans une pièce en la remplissant d'autorité silencieuse. Si quelqu'un nous observait, il n'aurait rien deviné. Rien de plus que la relation professionnelle entre une patronne exigeante et son collaborateur appliqué.
Et c'était peut-être ça le plus troublant. Cette capacité qu'elle avait à compartimenter, à enfermer nos moments dans des boîtes invisibles. Mais entre deux réunions, entre deux phrases échangées, il y avait ces secondes suspendues. Un regard qui dure trop longtemps. Un mot plus doux qu'il ne devrait l'être. Un effleurement furtif lorsque nos mains se croisent en tendant un dossier. C'étaient de minuscules éclats de vérité, que nous cachions sous des couches de politesse. Le jeudi soir, alors que je rangeais mes affaires, mon téléphone a vibré. Un message d'elle. Demain soir, 20h. Même adresse. Pas pour travailler. Je suis resté figé quelques secondes, le cœur cognant contre mes côtes. Ce simple message avait plus de pouvoir qu'un contrat signé, plus de poids qu'un plan d'architecture. Le lendemain, toute la journée, j'ai vécu comme dans une bulle. Les réunions s'enchaînaient, mais je n'entendais qu'à moitié. Les chiffres, les délais, les corrections, tout glissait sur moi. Seule la pensée de ce soir restait obstinée. À 20h précises, j'étais devant sa porte. Elle m'a ouvert avant même que je sonne. Ses cheveux étaient détachés. Un léger maquillage soulignait ses yeux, et une robe simple, fluide, laissait deviner ses épaules. Rien de spectaculaire, et pourtant j'avais l'impression qu'elle brillait. « Tu es venu ?» dit-elle doucement. « Tu en doutais ?» J'avais peur que tu aies changé d'avis. Non, mais j'ai eu peur, oui. Toute la journée, elle a esquissé un sourire, fragile. Moi aussi. Entre Julien. La maison baignait dans une lumière dorée. Une musique douce jouait depuis le salon. L'odeur du vin rouge se mêlait à celle du bois chaud. Sur la table, 2 verres, un plat simple et une bougie. Rien d'extravagant, mais chaque détail semblait pensé, sincère. « J'espère que tu aimes le Bordeaux, » dit-elle. « J'aime ce que tu choisis. Tu ne devrais pas dire ça, » répondit-elle avec un demi-sourire. « Ça me donne trop de pouvoir. Je te fais confiance. »« Ne me fais pas trop confiance non plus, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Nous avons dîné en silence d'abord, puis les mots sont venus, naturels. Elle parlait de ses débuts, de sa peur constante d'échouer, de ce besoin maladif de tout contrôler. Elle riait de ses propres manies, puis s'arrêtait, me regardait longuement, comme si elle mesurait la distance entre ce qu'elle disait et ce qu'elle ressentait vraiment. « Tu sais, » dit-elle après un long silence, « j'ai bâti ma vie comme on construit une maison, chaque mur pour se protéger, chaque fenêtre pour donner le change. Et maintenant, je ne sais plus comment ouvrir la porte. Je lui ai pris la main. Tu viens de le faire. » Elle m'a regardé, interdite, puis a serré mes doigts doucement. « Tu n'as pas idée de la peur que j'ai, Julien. De ce que ça représenterait, si quelqu'un l'apprenait, que quelqu'un sache que tu es humaine, que quelqu'un sache que j'ai baissé la garde. » Un silence, puis elle a murmuré, la voix presque brisée. « Je n'ai jamais su aimer sans me perdre. » Je me suis approché, lentement. Son souffle s'est coupé. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres. Elle n'a pas reculé. Peut-être qu'il faut simplement aimer différemment, ai-je dit, sans se détruire. Nos lèvres se sont frôlées, puis trouvées. C'était un baiser sans urgence, presque fragile, comme une reconnaissance plus qu'un désir. Quand nous nous sommes séparés, elle avait les yeux humides. « C'est insensé, » murmura-t-elle. « Tu es mon employé. Et toi, tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Ce n'est pas une réponse. Si, c'est la seule qui compte. Elle a abaissé la tête, puis a soupiré. « Julien, promets-moi que tu comprendras si je m'éloigne. » « Pourquoi t'éloignerais-tu ?»« Parce que les gens parlent, parce que tout ce que j'ai construit peut s'écrouler pour une seule erreur perçue comme personnelle. Et si ce n'était pas une erreur, elle n'a pas répondu. Elle s'est levée, a pris une bouteille vide sur la table, comme pour se donner contenance. « Je ne peux pas me permettre ça. »« Pas maintenant. » J'ai voulu protester, mais sa voix s'est durcie. « Julien, je te demande de comprendre. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Quelques minutes plus tard, j'étais dehors, le vent froid sur le visage. La porte s'était refermée derrière moi, doucement mais définitivement. En marchant vers ma voiture, j'avais la gorge serrée. Je ne savais pas si ce que je ressentais était de la colère, de la tristesse ou juste un vide immense. Elle avait peur, je le comprenais. Peur de perdre sa place, sa réputation, le respect qu'elle avait mis des années à construire. Mais moi, ce que je craignais, c'était de la perdre elle. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Les mots qu'elle m'avait dits tournaient en boucle dans ma tête. Je n'ai jamais su aimer sans me perdre. Et si cette fois, elle apprenait à aimer sans fuir? Je me suis juré que ce n'était pas la fin, qu'il y aurait un moment, une chance, un regard, quelque chose qui me permettrait de lui prouver que l'amour n'était pas une menace. Mais pour l'instant, il n'y avait que le silence, un silence plein d'elle. Les jours qui suivirent furent interminables. L'agence semblait plus froide, plus vide.
Chaque matin, je me forçais à saluer Claire d'un ton neutre, à éviter son regard, à me fondre dans la mécanique du travail. Elle aussi jouait ce jeu cruel du silence maîtrisé. Elle parlait peu, se réfugiait derrière des dossiers, derrière des phrases sèches, vérifier les maîtres, envoyer le rendu avant 18 heures, sans jamais me regarder vraiment. Mais le soir, quand tout le monde partait, il m'arrivait de croiser son ombre derrière la cloison vitrée de son bureau. Elle restait là, seule, à contempler quelque chose sur son écran, ou peut-être rien du tout. Parfois, nos regards se croisaient à travers le reflet du verre, et ce simple contact, fugitif, suffisait à raviver la brûlure que j'essayais d'étouffer. Je m'étais promis de respecter sa décision, de ne plus chercher à forcer le destin. Mais on ne choisit pas toujours ce que le cœur décide de retenir. Un soir d'avril, alors que je rangeais mes affaires, la pluie a commencé à tomber. Une pluie lourde, drue, qui transformait la ville en miroir. En descendant les escaliers, j'ai vu la lumière encore allumée dans son bureau. J'ai hésité. Mon bon sens me disait de rentrer. Mon instinct, lui, me poussait à monter. Je me suis arrêté sur le palier. La porte était entr'ouverte. Elle était là, debout près de la fenêtre, son téléphone à la main, les épaules affaissées. J'ai frappé doucement. Pardon. Je voulais juste vérifier si tout allait bien. Elle a sursauté, puis s'est détournée. Ses yeux étaient rougis, sa voix tremblante. Ça va, Julien. Rentre chez toi, mais je suis resté. Claire, je te connais assez pour voir que ça ne va pas. Elle a secoué la tête. Tu ne comprends pas. Je me bats contre quelque chose que je ne peux pas gagner. Contre quoi? Contre moi. Contre ce que je ressens. Son aveu a suspendu le temps. La pluie battait plus fort contre les vitres. J'ai fait un pas vers elle. Alors arrête de te battre. Elle a ri nerveusement, essuyant une larme du bout des doigts. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si quelqu'un apprend, si l'un de nos clients en parle, si le conseil s'en mêle. Et alors? Tu crois qu'ils ont le droit de décider de ta vie? Ce n'est pas si simple. J'ai mis 15 ans à me faire une place, à prouver qu'une femme peut diriger sans qu'on dise qu'elle a couché pour y arriver. Sa voix s'est brisée. Et maintenant, tout pourrait s'écrouler pour un sentiment. Je me suis approché encore, doucement. Ce n'est pas un sentiment, Claire. C'est une vérité. Et les vérités, on peut les cacher, mais pas les tuer. Elle m'a regardé longtemps, comme si elle cherchait en moi une réponse qu'elle n'arrivait pas à trouver seule. Tu ne comprends pas la peur de perdre ce qu'on a bâti. Si, je comprends. Mais je crois qu'il y a pire que perdre ce qu'on a. C'est vivre sans ce qu'on aime. Elle a détourné les yeux, les lèvres tremblantes. Julien. Je me suis approché à un souffle d'elle. Tu m'as appris à construire des murs solides, dis-je doucement. Mais l'amour, lui, ne se construit pas avec des plans. Il se vit, ou il meurt, un silence. Puis, soudain, elle s'est effondrée contre moi. Sa tête s'est posée sur ma poitrine, et j'ai senti ses larmes couler à travers ma chemise. Je l'ai serrée dans mes bras sans parler. Le temps s'est dissous. Le bruit de la pluie couvrait tout. Les battements de nos cœurs s'accordaient. Quand elle a relevé la tête, ses yeux brillaient de cette clarté nouvelle, celle qui suit la peur quand on choisit enfin d'y faire face. « J'en ai assez de me cacher », murmura-t-elle. « Assez de jouer à la femme forte qui n'a besoin de personne. Alors arrête. Et toi? Tu es prête à tout perdre pour moi? » Je n'ai rien à perdre, Claire. Pas comparé à ce que je pourrais gagner. Elle m'a fixé longuement, puis a pris une décision. Je l'ai vue dans son regard avant qu'elle parle. « D'accord, » dit-elle. « Mais à une condition, on ne triche pas. On ne ment pas. On assume. » Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté d'hocher la tête. Elle a posé une main sur ma joue, puis ses lèvres ont trouvé les miennes. Ce baiser-là n'avait plus rien d'un accident. C'était une promesse. La pluie battait toujours contre les vitres, mais à l'intérieur, le monde était enfin à sa place. Cette nuit-là, elle est rentrée avec moi. Pas comme une patronne, pas comme une conquête, mais comme une femme qui avait décidé d'être vraie. Le lendemain, à l'agence, tout semblait plus lumineux. Même la lumière grise du matin paraissait plus douce. Les gens riaient, parlaient, vivaient. Et elle, en passant près de mon bureau, m'a simplement dit à voix basse « Bonjour Julien ». Son regard s'est posé sur moi une seconde de trop. Assez pour que je comprenne. À partir de ce jour-là, nous ne jouions plus, nous vivions. Mais vivre demande du courage. Et nous allions bientôt découvrir à quel point il allait nous en falloir. Les semaines suivantes furent comme un équilibre fragile, suspendu entre deux mondes. Celui du bureau plein de règles et de silence, et celui du soir, fait de rire, de confidences et de vérité. Nous avions cessé de fuir, cessé de mentir, mais il nous restait encore à affronter le plus difficile, le regard des autres. Claire et moi avions décidé de ne plus cacher notre relation. C'était son idée.
et j'avais accepté sans hésiter, même si je savais ce que cela impliquerait. Elle voulait être libre, honnête, entière. Elle en avait assez de cette existence à compartiments, où chaque émotion devait être calculée, chaque geste mesuré. Le lundi matin, elle est entrée dans l'agence plus droite, plus calme que jamais. Moi, j'avais le cœur qui battait à tout rompre. Les rumeurs allaient éclater tôt ou tard, et nous le savions tous les deux. À 10 heures, une réunion d'équipe était prévue. Tous les chefs de projet, les assistants, les stagiaires, une vingtaine de personnes, réunies autour de la grande table de verre. Claire a pris place en tête de table. Je me suis assis 2 chaises plus loin, comme d'habitude. Elle a commencé la réunion d'un ton neutre, parlant des chantiers, des retards, des présentations à venir. Puis, sans transition, elle a posé son stylo et levé les yeux. Avant de continuer, j'aimerais dire quelque chose d'important. Le silence est tombé instantanément. Elle m'a regardé brièvement, avant de poursuivre. Vous me connaissez tous depuis longtemps. Vous savez que j'exige le meilleur de chacun de vous. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler que derrière le travail, il y a des gens, des êtres humains. Et parfois, il arrive que 2 personnes qui travaillent ensemble apprennent à se comprendre autrement. Un frémissement a traversé la salle. Certains se sont regardés, d'autres ont fixé leur carnet, d'autres encore ont compris immédiatement. « Je ne veux pas de rumeurs », a-t-elle ajouté calmement. « Julien et moi partageons une relation personnelle, fondée sur le respect. Cela ne changera rien à la rigueur de notre travail. Si quelqu'un s'en sent gêné, ma porte reste ouverte. » Puis elle a repris son stylo, comme si elle venait de commenter un plan d'éclairage. Pendant quelques secondes, plus personne n'a osé respirer. Puis la réunion a continué, presque mécaniquement, mais quelque chose d'irréversible venait de se produire. Les jours suivants furent étranges. Certains collègues nous évitaient, d'autres nous observaient en silence, d'autres encore nous souriaient avec une bienveillance discrète. Quelques murmures couraient dans les couloirs. « Tu as entendu ?»« C'est vrai alors. » Mais rien d'ouvertement hostile. Je m'attendais à de la méfiance. Ce que je n'avais pas prévu, c'était le respect. Beaucoup voyaient en Claire non pas une femme fragilisée, mais une femme courageuse. Un après-midi, alors que je sortais de la salle d'impression, un des chefs de projet m'a arrêté. « Julien, tu sais, elle n'aurait jamais pris ce risque si elle ne croyait pas en toi. Sois à la hauteur. » J'ai simplement répondu « Je compte bien l'être. À la fin du mois, un changement inattendu est survenu. » Claire a convoqué une réunion avec le conseil d'administration. J'étais nerveux. Je craignais que l'affaire prenne une tournure plus grave. Mais lorsqu'elle est sortie de la salle, son sourire m'a suffi à comprendre. Elle avait pris les devants. J'ai proposé de déléguer une partie de la direction, m'a-t-elle dit en sortant. Je veux souffler, me consacrer à des projets plus personnels. Et ils ont accepté. Oui. Et j'ai aussi proposé ton nom pour me seconder. Je suis resté muet. Julien, tu l'as mérité. Pas à cause de moi, à cause de ton travail. Je n'ai rien trouvé à dire. Alors elle a simplement posé sa main sur ma joue et murmuré. On ne se cache plus. On avance. Ensemble, les mois ont passé. L'agence a prospéré. Nous avons trouvé un rythme. Elle, entre Paris et la Maison de la Seine, consacrée à des projets artistiques et à l'enseignement. Moi, à la tête des nouveaux dossiers, apprenant à mon tour à diriger sans perdre mon humanité. Les collègues, avec le temps, ont cessé de parler. L'amour, une fois assumé, perd souvent le parfum du scandale. Il devient juste une présence, naturelle, évidente. Et puis, un soir d'été, je suis rentré à la maison. Elle était là, assise sur la terrasse, un carnet de croquis sur les genoux. La pièce qu'elle voulait pour respirer existait enfin. De larges baies ouvertes sur la rivière, des murs couleur sable, un silence apaisant. Elle a levé les yeux vers moi, un sourire au coin des lèvres. « Tu travailles encore ?»« Juste un peu. » Un dossier à finir. Elle a secoué la tête, faussement sévère. « Julien, tu travailles trop. » Je me suis approché, riant doucement. « Tu me l'as déjà dit, tu te souviens ?»« Oui, mais cette fois c'est différent. » Elle s'est levée, s'est approchée de moi, a glissé ses bras autour de ma taille. « Viens te détendre chez moi », a-t-elle murmuré avec le même ton que ce soir-là, dans l'agence déserte. Mais cette fois, ce n'était plus une invitation risquée. C'était une promesse tenue. Je l'ai embrassée, doucement. Le fleuve brillait, la maison respirait, et dans ce calme parfait, j'ai compris que tout ce que nous avions construit n'avait rien à voir avec des plans ou des murs. C'était une histoire d'équilibre, de vérité et de courage. Le courage d'aimer sans peur, de tomber sans calcul et de recommencer, ensemble. Ce soir-là, avant d'éteindre la lumière, elle s'est tournée vers moi et a murmuré. « Tu vois, Julien, finalement, on a appris à ne plus se battre. Oui,
On a appris à vivre, et dans le silence qui a suivi, j'ai su que cette fois, plus rien ne pouvait nous séparer.